Bonjour, bonjour mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous accueillir nombreux ce soir à l'occasion de notre nouvelle séance du Directors Club au Grand Action. Le Directors Club nous est présenté par la SRF, dont je suis ravie d'accueillir la déléguée générale Rosalie Brun. On l'applaudit. Et l'un des présidents, Frédéric Farucci. Ovation. Frédéric, quel bonheur de t'accueillir dans cette maison qui est la tienne. Bienvenue. Et nous avons aussi Michael avec nous, Michael Bourg, qui a co-dirigé ce groupe de travail d'où est sortie cette puissante idée du Directors Club. Et le Directors Club, aujourd'hui, invite Catherine Corsini. Oui, bravo. Merci. Mais quel bonheur de vous accueillir. Grand bonheur, grande émotion. Je vous le disais, j'ai adoré La Fracture et vous recevoir, c'est un grand bonheur. Voilà. Merci. Bienvenue au Grand Action. Mais alors sur un film mythique, vraiment Vanda de Barbara Loden. Évidemment, je n'en dis pas plus. Je vous laisse en parler, mais c'est un film cher à mon cœur. Alors déjà, j'ai choisi pour parler du film ma camarade Claire Burger, qui va venir me rejoindre. Voilà, il se trouve que je ne suis pas toute jeune, alors j'ai entendu parler de ce film en 1980 en lisant un numéro, le numéro je crois 317 ou 314 des Cahiers du cinéma où Marguerite Duras parlait de Barbara Loden et du choc qu'elle avait eu en voyant ce film, c'est-à-dire la façon dont elle était interviewée pour parler avec Elia Kazan, et en fait, elle n'a parlé que de Barbara Loden et justement de la façon dont elle trouvait que ce film était entre l'actrice et le personnage, comme il y avait une espèce de collusion absolue, et comme ce film était nécessaire, et comme ce film, elle voulait qu'il soit vu en France, elle voulait le distribuer, enfin voilà, donc il y avait une espèce de phénomène, moi, autour de ce film qui a fait que j'étais obsédée à l'idée de le voir, et j'ai réussi à le voir en 1982, la première fois où il a été diffusé en France, après avoir été projeté en 1975 à la quinzaine des réalisateurs, 1971, pardon, année mythique, et pour la quinzaine des réalisateurs, puisqu'il y avait beaucoup de cinéastes très importants cette année-là. Et Claire, par contre, l'a découvert. Alors, on voit la différence de génération en 2003, je crois. Bonsoir. Oui, et donc moi j'ai découvert ce film en 2003 et c'est plutôt après l'initiative d'Isabelle Huppert et de Ronald Chama qui ont tout fait pour ressortir le film en salle. Donc en effet j'étais un petit peu plus jeune et donc je l'ai découvert plus tard, mais c'est vrai que quand Catherine m'a proposé de venir un petit peu l'aider... ou pas l'aider d'ailleurs, je sais pas, animer avec toi, je sais pas ce qu'on dit. Bon, en tout cas, discuter de ce film ensemble, j'ai trouvé ça chouette de voir que deux femmes de générations différentes, de cinéastes, mais aussi beaucoup de femmes cinéastes autour de moi se retrouvent autour de ce film, que c'est un film qui compte, alors j'espère pas que pour les femmes, mais qui en tout cas compte souvent pour les femmes cinéastes, et cela pour beaucoup de raisons dont on pourra parler tout à l'heure. Voilà, et c'est vrai que c'est un premier film, c'est un film unique aussi. C'est un premier film et un film unique. Oui. C'est ça dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est plus difficile effectivement de parler d'une cinéaste qui a fait un seul film, parce qu'on ne peut pas se référer peut-être à une écriture ou un langage cinématographique qui serait l'œuvre de plusieurs films, mais là c'est juste un film évidemment comme on peut dire un chef-d'œuvre et un film assez exceptionnel dans tous les cas qui nous porte et qui porte de génération en génération. Et moi j'aimerais juste, avant qu'on vous laisse, on va faire le débat, on va pas le faire tout de suite, je voudrais juste savoir quels sont les gens qui découvrent le film pour la première fois ce soir. Oh punaise, extraordinaire, c'est génial, mais c'est magnifique. Ah, c'est formidable. Alors, quels sont ceux qui l'ont déjà vu? Waouh, bravo. Merci de revenir. Non, c'est bien, on va pouvoir être encore plus... pouvoir parler de plein d'autres choses, parce qu'on pensait qu'on allait être qu'avec des initiés, mais du coup, on va pouvoir
étendre un peu notre culture et tout ce qu'on a récolté comme, autour de l'auteur, de Barbara Loden. Voilà. Bon, je pense qu'on n'en dit peut-être pas plus, non ? On peut lancer. Rosalie, Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, 3 mots sur la SRF. C'est une association de cinéastes qui réunit à peu près 300 cinéastes et qui se bat sur le champ politique pour la défense de la création, d'une création, on va dire, diverse. Et c'est très important pour les cinéastes en herbe qui sont parmi vous de nous rejoindre, parce que la SRF vit depuis de longues années grâce à un renouvellement permanent et à l'arrivée de jeunes cinéastes qui arrivent par leur court-métrage et puis qui passent au long et qui entretiennent cette flamme-là. On a une voix très singulière dans le monde du cinéma et dans les luttes qu'on mène, et du coup on a besoin d'être le plus nombreux possible, et on intervient aussi sur un champ plus, on va dire, associatif et ludique, comme dans le cadre de ce ciné-club, qui a la particularité d'être présenté par des cinéastes. Et on a aussi un autre événement qui s'appelle l'école de la SRF, auquel je vous invite vivement, qui est une sorte de masterclass animée par des cinéastes qui reçoivent d'autres cinéastes pour aborder des thèmes bien particuliers. Donc voilà, n'hésitez pas, les cinéastes en herbe, venez nous rejoindre. Et puis une dernière chose, c'est important aussi, après la discussion, on vous retrouve pour un verre au Buisson Ardent qui est offert par la SRF pour pouvoir continuer à discuter du film et de tout ça. Merci. Et pour information, Catherine Corsini a été de nombreuses fois présidente de la SRF. C'est vous dire l'importance de cette association. Et son grand âge. C'est ça. Je ne suis pas à la fondation, mais presque. Alors, comme vous pouvez le constater, cette présentation fait l'objet d'une captation. Le débat sera également filmé. Donc, si malheureusement vous devez nous quitter en cours de débat, s'il vous plaît, je vous demande vraiment instamment de sortir par la porte du fond, d'accord ? Qui est donc la sortie naturelle par là. Voilà. Eh bien, excellente projection. Alors, comme vous avez pu voir, c'était tourné en 16 mm à l'époque. Hein, donc, c'est pour ça que le format est carré. C'est pas un truc j'allais dire, comme parfois aujourd'hui on peut. Enfin, c'est pas un truc fait. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque quand on est en 16 de tourner avec ce format que je trouve très beau. C'est un film qui a 200 000 € de budget. Ouais, c'est un film qui a été tourné, donc elle a mis 4 ans à le faire. Donc l'idée est venue Bon, d'abord, c'est donc Barbara Loden, elle vit en Caroline du Nord, dans un endroit, je crois, assez pauvre, hein, qui ressemble à ce qui a été tourné dans le film, qui est tourné en Pennsylvanie. Je crois qu'elle vient d'un milieu extrêmement modeste et qu'elle a une adolescence difficile et vraiment pas très heureuse, hein, je crois, extrêmement dure. Et elle part assez tôt et elle commence en faisant des revues. Elle est un peu mannequin, comme on dit, pin-up. Et elle fait. Et puis ensuite, elle rencontre assez jeune quand même Elia Kazan, qu'elle épouse. Ils ont 33 ans de différence. Il est un peu son mentor. Hein, il l'a fait jouer dans quelques films. Des rôles plutôt secondaires dans La fièvre dans le sang, où elle joue la sœur de Warren Beatty. Ensuite, elle doit surtout faire un rôle important dans l'arrangement avec l'acteur qui joue là. Et en fait, elle est remplacée par Faye Dunaway, donc je pense que ça, c'est un coup assez dur. Et puis, elle joue beaucoup au théâtre. Elle joue aussi avec Arthur Miller. Elle fait des essais, non, elle doit être prise pour un rôle, c'est pour les oiseaux d'Hitchcock. Oui, pour les oiseaux d'Hitchcock. Qu'elle refuse. Ouais. Et donc, qu'elle refuse parce que finalement, elle n'était pas si fan d'Hollywood, et puis avec un vrai désir de peut-être aussi aller vers un cinéma plus réaliste. Enfin, elle avait à la fois envie de réussir comme actrice et comme réalisatrice, mais à la fois, elle était peut-être pas non plus fascinée par Hollywood et par la fiction, finalement, puisqu'elle avait même envie d'aller, pour ses
prochains projets, plus vers... Dans tous les cas, c'est ce qu'elle dit après son premier film, hein, elle a envie d'aller encore plus loin du côté du réel, parce qu'elle fait déjà beaucoup avec ce film. Hein. Et donc, elle met 4 ans pour réaliser ce film qui vient au départ d'un fait divers, hein, dont elle a entendu parler, qu'elle a dû lire dans les journaux, d'une jeune femme qui s'appelle Alma Malone. Alma Malone, voilà, et qui suit comme l'héroïne, comme Wanda, suit un petit malfrat et qui écope plus de 28 ans de prison. Et elle, finalement, son désir, c'est après ce qu'ils ont fait, c'est de se faire emprisonner, quoi. Et bon, évidemment, là, vous voyez qu'elle ne finit pas le film de la même façon, bien qu'elle a hésité à tourner, je crois, l'arrestation de Wanda, mais bon, ce n'a pas été ce qui a été choisi. Et d'ailleurs, l'image de fin, elle dit qu'elle fait référence à cette image un peu gelée des 400 coups de Truffaut. Si on resitue un peu le film dans les années 70, en 1969, il y a un film qui s'appelle Rachel de Paul Newman. De comment ? Paul Newman. De Paul Newman qui a fait aussi comment s'appelle le film, les effets secondaires des effets secondaires des rayons gamma sur les marguerites. Voilà. C'est de l'influence des rayons gamma sur les marguerites. Pardon, excusez-moi. Et c'est pareil, c'est 2 films qui sont quand même aussi des portraits de femmes, qui sont plus, je trouve, il y a un style très très plus hollywoodien. Et puis 3 ans après, il y a Une femme sous influence. Mais là, quand on voit, je veux dire, le film de Barbara Loden, déjà on sent justement cette fascination, dans tous les cas, ce goût et ce choix du réel. Quand on voit les femmes qui travaillent au départ dans l'usine, quand on voit tous les personnages secondaires qui sont des non-acteurs, quand on voit aussi quand elles se promènent, enfin les 2 images de femmes qu'on voit, c'est donc les ouvrières et puis ensuite les modèles, les mannequins dans la représentation de la femme idéale. On voit, j'allais dire, justement peut-être le clivage et les 2 points les représentations que le personnage a dans sa tête et la façon dont elle est complètement divisée, quoi. Alors on disait aussi à l'époque, enfin c'est Kazan qui en parle, hein, qui parle d'elle, parce que alors, la tragédie, c'est qu'elle n'arrive pas ensuite à faire des films. Après ce premier et magnifique film, elle n'arrive pas à tourner d'autres films, malgré des sujets qu'elle écrit avec le chef opérateur là, qui s'appelle Tavourès, c'est ça ? Proferès. Proferès, là je suis vraiment dyslexique, donc Proferès, que Kazan prend d'ailleurs pour le film qu'il fait après, qui s'appelle Les Visiteurs, qui n'aura pas un grand succès, mais dont il le choisit aussi. Et donc, ils écrivent ensemble d'autres projets avec Barbara Loden qui ne verront pas le jour. Et puis, elle a, en 1975-76, elle a un cancer qui lui est diagnostiqué. Et voilà, elle va mourir en 1980, le jour où elle devait prendre l'avion pour justement aller présenter Wanda au Festival de Deauville. Donc c'est assez triste, voilà, comme fin. Et comme le dit aussi Kazan, ce qui est triste, c'est qu'un artiste ne puisse pas aller au bout, j'allais dire, justement, de ses projets de film, quoi. Et donc on voit dans le film cette fascination à la fois pour le réel, à la fois un premier film qui est extrêmement, j'allais dire, à la fois dans le traitement de la lumière, à la fois justement dans le choix de choisir de suivre ce personnage qui est complètement, j'allais dire, iconoclaste, qui ne correspond à aucun, j'allais dire, des critères ou des attentes qu'on a aussi par rapport à un cinéma américain très formaté, très quand même toujours, qui montre souvent une Amérique quand même relativement riche, qui est toujours un cinéma qui est, voilà, où il se passe beaucoup de choses, la façon dont elle prend à la fois le temps, dont on est proche, j'allais dire, de ce... dont on est complètement, j'allais dire, en adéquation et complètement solidaire et complètement avec elle, je trouve qu'elle crée une espèce d'émotion tout en étant un personnage qui correspond à aucun des clichés qu'on peut attendre.
enfin voilà, tout est étonnant à la fois dans ses réactions, tout est surprenant, tout est à la fois dans sa fragilité, dans le fait on ne sait pas, elle avance sans comment dire, c'est comme on dit, un personnage un peu flottant et en même temps un personnage qui ne renonce pas, je trouve, qui quand même avance, qui est tout le temps dans quelque chose à la fois surprenant et très... la façon dont elle arrive avec ses bigoudis et en retard au tribunal, la façon dont elle est aussi en retard quand elle amène les hamburgers et la façon dont elle est évidemment en retard à cause de cet incident de parcours à la banque à la fin. Et en même temps, on voit quelque chose qui se construit avec ce petit braqueur. Alors, beaucoup de gens ont fait l'analogie entre Vanda et Kazan, en disant que le personnage du braqueur, ça pouvait aussi représenter le personnage du mentor et du metteur en scène, et que la façon dont justement il l'habille, il ne supporte pas certains de ses vêtements, dont il l'a travesti aussi en femme enceinte. Enfin, toutes ces choses-là pourraient faire penser aussi que c'est le metteur en scène, quoi, que le film est aussi une métaphore de leur relation. Je te laisse œuvrer un peu. Par où prendre Non, mais en tout cas, ce qui est très très beau, moi personnellement, je trouve, et j'imagine que ce qui peut être marquant pour des femmes, des spectateurs, et puis peut-être des cinéastes, il y a quelque chose d'étonnant dans ce personnage qui semble passif. Et Dieu sait que c'est très très difficile d'écrire un film avec un personnage principal qui est passif, mais il y a quelque chose dans son parcours, dans sa façon d'être, qui est plus de l'ordre de la résistance passive que de la passivité. Elle dit rarement non, elle a rarement de possibilité de le dire. Finalement, c'est quelqu'un aussi qui est dans une condition qui lui permet pas de refuser des choses, qui est obligée, qui à chaque fois qu'elle est au bar, dans une ellipse, ensuite finit dans le lit de quelqu'un, et pour avoir un lit, et pour avoir à boire, à manger. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau malgré tout, à la fois dans la façon dont Barbara Loden joue ce personnage. C'est-à-dire que, par exemple, alors qu'elle se prend des baffes, alors que la vie, on lui retire ses enfants, alors qu'elle est maltraitée, que les hommes se sauvent, l'abandonnent sur le bord de l'autoroute, on la voit jamais pleurer. On la voit pleurer à la fin quand elle encaisse le coup de la mort de son partenaire, de cet homme qui lui a fait confiance à un moment donné, qui l'a un peu manipulé aussi, mais qui quelque part lui a fait confiance ou a su trouver les mots en lui parlant de ça, de sa capacité à faire quelque chose. Alors, elle pleure à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très malmené pendant tout le film et qui malgré tout a une forme de résistance. Alors, tu parlais de ses retards, c'est vrai qu'elle est en retard au tribunal, qu'elle arrive avec des bigoudis, qu'elle fume, que finalement, c'est quelqu'un qu'on découvre à l'ouverture du film sur un canapé caché, gueule de bois, elle dort. Alors dehors, il y a les hommes qui travaillent, à l'intérieur, il y a une femme qui prépare le café et s'occupe des enfants. On sent que les tâches sont très réparties, qu'elle, en fait, elle est dans une forme de résistance, ne serait-ce que parce qu'elle est allongée sur ce canapé bourré de la veille. Et il y a quelque chose comme ça dans sa position dans le film qui est une forme de résistance et qui du coup, quelque part, je trouve, est assez féministe, même si les féministes ont beaucoup, en tout cas les féministes américaines, ont beaucoup décrié le film. Ouais. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que déjà, quand elle parle d'elle et qu'elle dit si elle était restée en Caroline du Nord, elle aurait sûrement travaillé dans une espèce d'un emploi un peu précaire ou dans une banque, et que sûrement tous les week-ends elle se saoulerait et donc on imagine bien que le personnage, elle en est proche, et que quand elle l'a écrit, elle a voulu l'interpréter parce que il y a vraiment une similitude entre ce personnage et ce qu'elle a peut-être, elle aurait pu être, quoi. Et ouais,
Oui, c'est vrai qu'en tout cas, elle a dit à Duras, je crois, qu'elle avait toujours senti qu'elle était obligée d'avoir la protection d'un homme. Je crois que jusqu'à ce qu'elle rencontre Kazan et que quelque part il lui offre des rôles qui lui fassent confiance, comme d'ailleurs Norman Dennis fait confiance, qui lui fasse confiance pour incarner des personnages importants dans ses films. C'est quelqu'un qui s'est vachement laissé porter, qui peut-être a probablement vécu un peu cette idée. Enfin, en tout cas, Kazan disait qu'elle avait eu une enfance sordide et une adolescence encore pire. Donc et je ne sais plus. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de très proche d'elle. Ça, c'est certain. Sur aussi, c'est quelque chose, en tout cas, qui jusqu'à ce qu'elle décide de quitter Kazan. Après qu'il ait choisi Faye Dunaway à sa place, et qu'elle arrive à monter ce film, et qu'elle laisse les enfants à Kazan, qui devaient s'en occuper pour qu'elle puisse faire les films. Qui la mauvaise, parce qu'il pendant tout le tournage, il dit qu'il s'occupe des enfants. On imagine bien qu'Elia Kazan s'occupant des enfants, il doit avoir quand même quelques nurses, à mon avis. Mais bon, enfin bon. Mais lui, en tout cas, il dit que c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de progresser dans sa vie, et peut-être qu'elle, en tout cas, a mis du temps à trouver sa place, sa position, sa force, et à sortir de sa condition. Et en ça, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'elle l'incarne aussi bien, et qu'elle est capable de jouer avec autant de subtilité cette position, qui est une position pas simple à jouer. Mais quand tu parles des féministes américaines, effectivement, il paraît qu'à la sortie du film aux États-Unis, le film aux États-Unis a une très petite sortie. Il a été vu que dans les universités américaines. Il a été vraiment ovationné et connu beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Et donc, effectivement, peut-être qu'elle voit dans cette femme quelqu'un qui est complètement sous le joug d'un homme, et donc c'est mal perçu par ces féministes, par ce courant féministe dans tous les cas, alors qu'en France, et je pense que aussi sous l'égide de Marguerite Duras, qui comprend au contraire que dans cette espèce de soumission et d'aliénation, il y a en même temps une dénonciation, il y a quelque chose justement d'assez fort et d'assez beau dans la façon dont elle prend, j'allais dire, en charge, j'allais dire, la façon dont elle décrit la position de beaucoup de femmes, qui sont dans cette position des objets qui sont, comme elle est traitée par cet homme, par ces hommes rejetés, etc., délaissés, abandonnés sur le bas de la route, etc., et comment elle s'accroche avec Monsieur Denis, comment elle s'accroche et comment tout d'un coup, elle obtient une reconnaissance. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu au contraire ensuite, de la part des féministes françaises, un accueil assez, je pense, assez différent de la façon dont elle a eu le courage justement de montrer, je trouve, ce personnage. Moi, quand j'ai découvert le film, donc c'était en 1982, vous imaginez bien qu'on était bien loin aussi de l'époque on est aujourd'hui par rapport au féminisme, à la place des femmes, etc. Et le film, moi, je crois que je commençais à avoir envie de faire du cinéma, mais j'avais plutôt dans l'idée d'être actrice au début. Et le film m'a touchée vraiment, m'a bouleversée particulièrement à un endroit, j'allais dire, vraiment de ma place justement de femme et de ma fragilité en me disant est-ce que je suis capable de, etc. Je dirais, moi il m'a touché vraiment à cet endroit. D'ailleurs, au début, quand elle est dans la maison de sa sœur et que le mari part en claquant la porte et qu'elle dit il ne doit pas supporter que je sois là, etc. On sent bien que déjà elle a un problème de place, tout le temps pendant tout le film. Voilà, moi dans tous les cas, le film m'a beaucoup remué et interpellé à ce moment-là, mais vraiment en tant que jeune femme qui était justement dans une incertitude, dans un manque de confiance, ce qui n'était pas facile de décider, comme je pense que pour une femme comme elle, de décider tout d'un coup de franchir le pas d'être cinéaste, c'est pas quelque chose même si on a l'envie, la fougue,
même une certaine conviction, le fait de l'assumer, c'est pas voilà. Je trouve que le film faisait écho dans tous les cas à des choses moi qui me questionnaient beaucoup. Je sais pas si à toi à ton époque c'était la même chose. Peut-être pas, oui, c'est un autre endroit. Je pense que non, moi je l'ai vu. Enfin, j'avais pas ta cinéphilie, mais quand je l'ai vu donc en 2003. Il m'a marqué comme un film vraiment de... Alors je m'étais pas formulé, c'est une femme qui l'a fait, donc... mais je pense qu'il y avait une force et quelque chose qui était raconté dans ce film qui donnait l'impression que voilà, que c'était pas évident en tant que femme d'être au monde. Enfin, moi je venais d'une région ouvrière aussi, etc. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a des questions un peu de féminisme dans le film, mais il y a aussi beaucoup de questions sociales aussi, on la regarde comme une femme, mais comme une femme pauvre. Et d'ailleurs, quand il veut la couvrir ses cheveux, lui enlever ses pantalons, il cherche chez elle aussi une certaine tenue. Et d'ailleurs, c'est assez drôle comme les deux se déguisent ou doivent se déguiser en gens respectables, qu'ils ne sont pas... Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça qui me parlaient dans le film. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, Isabelle Huppert, qui avait travaillé à faire ressortir le film, avait communiqué aussi sur le fait que Barbara Loden n'avait pas réussi à monter ses projets d'après, ce qui est quand même assez fou, puisque, encore une fois, c'est un premier film et qu'on voit bien qu'il y a un immense talent, et de penser que personne ne la suit ensuite. Alors je crois qu'en interview, les gens étaient plus préoccupés de savoir si son mari, Elia Kazan, avait ou pas collaboré, participé, etc. Et comme elle refusait de dire les choses comme ça, je crois qu'elle disait... que en fait elle aussi collaborait avec lui, ce qui sous-entendait que probablement elle avait aussi à voir avec ses films à lui, et peut-être qu'elle aurait pu beaucoup plus facilement monter ses films si elle avait fait apparaître plus Kazan dans tout ça, et puis ensuite ça a mis du temps. Alors toi t'as réussi à faire pas mal de films en tant que femme. Moi j'arrive un peu sur le tard, où c'est déjà le travail un peu mâché pour nous, mais c'est marrant, tu me dis souvent que tu as des gros problèmes de légitimité en tant que femme, en tant que provinciale, et j'ai l'impression que c'est aussi des choses qui sont questionnées dans le film, quoi. À quel moment on se sent autorisé, légitime, par exemple dans tout ce qui est de l'ordre du cas, c'est elle qui trouve les clés. Le mec le supporte pas quand il vole des voitures. C'est quand même elle qui récupère le flingue, qui arrive à tenir à distance. Enfin, a priori, c'est elle qui, quand il lui explique le plan, lui démontre qu'il y a peut-être un petit problème dans le plan. Mais tu vois bien, en fait, on voit bien qu'elle est capable, mais que personne n'a jamais eu envie de le lui signifier. Et qu'en dehors des enfants qu'il fallait torcher, il n'y avait pas grand-chose qu'on avait envie de la voir faire. Moi, je viens peut-être, c'est plus mon cas aujourd'hui, dans la façon dont j'ai grandi, mais toi-même, j'ai l'impression que tu as eu à te battre avec finalement les mêmes questions au début de... Oui, bien évidemment, parce qu'on était très, très peu de femmes cinéastes, ça c'est sûr. C'est sûr que c'était pas un... il y avait justement, même par rapport à Barbara Loden, quand on parle de son film, on parle beaucoup de choses émotionnelles, mais par rapport justement, on nous taxait beaucoup, j'allais dire, de films de femmes, etc. Enfin, on était dans des cases et tout. Et là, moi, par exemple, quand je vois son film, et je trouve que la façon dont le cinéma entre dans le film, dans chaque plan, quoi. Il y a aussi cette puissance du cinéma qui est absolument incroyable, merveilleuse. Quant je ne sais pas si c'est le 5e ou le 6e plan, on a ce décor vraiment extrêmement noir de cet endroit de mine, etc. Et puis qu'on a ce zoom et que tout d'un coup on découvre ce personnage tout petit en blanc d'une espèce évidemment de pureté ou qui va être sali par ce décor, parce que traverser ce décor sans se salir, c'est impossible, et qu'on la voit marcher comme ça parce qu'elle marche pour aller vers ce tribunal comme une espèce de périple. Et de toute façon, tout le film est un chemin, quoi, est une espèce de chemin comme ça, où elle croise évidemment cet homme qui va à un moment lui donner, effectivement, s'intéresser à elle et s'approcher d'elle et lui dire qu'elle est capable de faire quelque chose, qui évidemment n'est pas forcément la chose. C'est ça l'ironie aussi, ou
de la dramaturgie comme ça du film, c'est-à-dire qu'il va lui dire qu'elle est capable de faire quelque chose qui est évidemment extrêmement dangereux. Mais on a relevé aussi ensemble un moment quand elle s'approche de lui quand même, parce qu'évidemment, en plus, il n'y a pas les clés de la voiture. Il faut dire que lui, c'est vraiment un gangster bien naze, hein, parce que entre le fait qu'elle est obligée de le sauver une première fois, qu'elle lui donne pas les clés, qu'il lui donne pas les clés de la voiture, et qu'il lui dit bravo, t'es quelqu'un de bien, enfin c'est bien, etc. Et la phrase qui n'est pas très bizarrement, elle est traduite étrangement. Oui, t'es un bonhomme. À un moment donné, quand elle réussit son entreprise, c'est-à-dire quand elle lui sauve un peu les fesses, et à ce moment-là, il oublie aussi encore une fois les clés d'ailleurs. Ouais. Il oublie souvent les clés. Et c'est vrai que là, il lui dit qu'elle a assuré, quoi. Et il lui dit, je ne sais pas s'il lui dit you're someone ou you're somebody. Ou something, you're something, je crois. Mais c'est traduit, t'es un bonhomme. Et j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est vrai que, en tout cas, je te parlais de la légitimité. C'est vrai qu'en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui traverse le personnage, la question de se sentir capable, etc. Et quand on pense elle a mis 6 ans, je crois, à monter ce film. À la force qu'a dû avoir cette réalisatrice. Quand il dit la légitimité, c'est vrai quand il lui dit qu'elle est idiote, donc elle dit qu'elle est idiote, et il lui dit même à un moment, mais comme elle veut pas réussir, gagner de l'argent, etc. Donc ce sont toutes les valeurs américaines, etc. C'est qu'elle est même pas une citoyenne américaine. Et qu'elle est comme si elle était morte, quoi. C'est incroyable, quoi. Et d'ailleurs, lui, il choisit de se suicider plutôt que d'être cet homme qui n'a rien. Parce que quand on ne veut rien, on n'a rien. Quand on n'a rien, on n'est rien. Et donc, autant mourir, autant être morte. Et lui, en tout cas, on voit bien que lui, il va vers le suicide, parce que comme aux yeux de son père, il lui dit « je vais revenir, j'aurais trouvé un emploi », et qu'apparemment, c'est bien qu'il est en train de lui mentir, que c'est pas ça qu'il est en train de faire, puisque son projet c'est de cambrioler cette banque, et que le mec lui dit... Alors qu'il n'y a aucune chance, puisque son pote en plus lui a dit il y a une chance sur 100 son pote que ça lui marche. Dit, et le mec qui l'emmène de force, avec le revolver, il lui dit aussi qu'il va rater son coup. En plus, elle n'est pas là, et il y va vraiment... Mais il y a un truc sur la foi, encore une fois dans ce que tu disais sur la métaphore de peut-être Elia Kazan et Barbara, en tout cas du réalisateur que pourrait être ce gangster qui dirige une comédienne qui lui met un coussin pour la rendre enceinte, en lui mettant un coup dans le... qui aussi fait une fausse bombe, etc. Il y a aussi, quand il y a cette visite des catacombes, il y a un truc qui est dit sur les martyrs sont ceux qui ont la foi. Et c'est vrai que lui, il croit à cette attaque alors qu'a priori, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc il y a un truc aussi. Et puis, il décide de lui faire confiance. Et là aussi, alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle est souvent en retard dans le film. Et il y a un montage parallèle au début sur son retard au procès, à l'endroit où elle doit laisser les enfants. Puis ensuite, ce montage parallèle avec la banque. Et voilà, et en même temps, elle est en retard, mais c'est quelque chose qui lui sauve la vie parce que la véritable Alma Malone a fini en tôle et s'est fait choper. Finalement, elle a quand même à nouveau quelque part quelque chose qui démontre qu'elle n'est pas si bête, même si elle n'est pas éduquée, même si on voit qu'elle ne sait pas très bien lire, et qu'au fond, elle dit au patron qui ne veut pas l'embaucher à l'atelier de couture, elle lui dit « mais je pourrais apprendre », mais... On l'envoie bouler, et donc on sent bien que c'est peut-être en tout cas le premier qui lui avait appris quelque chose et qui lui a fait confiance, et que c'est ça qu'elle pleure. Après, moi, j'arrive pas à me décider sur le personnage là en le revoyant de Dennis, de Mr. Dennis. À quel point il décide vraiment délibérément de l'amadouer en lui parlant de confiance, et à quel point c'est totalement... Oui, est-ce qu'il y a une forme de tendresse à ce moment-là? Alors, c'est manipulateur, c'est sûr, mais j'arrive pas très bien à saisir où il se situe, lui, par rapport à ça, quoi. Il y a un grand mystère avec son alliance, puisqu'il lui demande à elle si elle est mariée, alors qu'il a vu les photos, et lui, il a une alliance, il répond pas. Donc, on reste sur un... Après, on voit quelqu'un quand même qui souffre énormément. Qui a l'air, Mais il est drogué ou pas, en fait? Moi, c'est ça. Parce qu'il a l'air de boire beaucoup d'alcool. Ça, oui, mais les pilules, c'est quoi, alors? Il prend ses pilules, qui a l'air d'avoir des maux de ventre incroyables. Mais je ne sais pas si le whisky, c'est ce qui a la meilleure manière de le guérir. Je me demandais vraiment ce qu'étaient les pilules. Je n'arrive pas...
Parce que finalement, comme c'est aussi le portrait de deux marginaux qui se rencontrent et qui réussissent à faire quelque chose ensemble, ou au contraire, qui n'y arrivent pas. Et puis cette idée, alors on avait lu quelque part que Barbara Loden voulait pas forcément montrer comment on pouvait changer de conditions, mais comment justement il y avait quelque chose d'impossible, et que quelque part, quand on n'avait pas de place, autant ne pas choisir de place du tout, plutôt que d'essayer d'être d'une place et d'aller ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voit deux personnes aussi se battre comme ça pour essayer d'être quelqu'un dans cette Amérique. C'est assez beau, et donc lui, alcoolique, violent, très autoritaire quand même. Peut-être drogué, voilà, je me demande si c'était pas aussi... Ça, je sais pas. Je pense qu'alcoolique, mais drogué, je sais pas. Mais... Après, c'est des figures aussi assez... le road movie, un petit peu, hein, c'est des figures qu'on a pu voir dans d'autres films américains de cette époque aussi, comme Gun Crazy. Il y a aussi un peu plus tard les Tueurs de la Lune de Miel, je ne sais pas si vous avez vu, c'est aussi un film unique. Donc il y a aussi la mythologie de l'Amérique qu'on traverse, dont on veut, j'allais dire, on a toujours l'impression qu'il va y avoir un ailleurs qui va être meilleur, alors que là où on est, c'est la merde, quoi. Il y a vraiment cette idée de cette route où on roule, il faut absolument... Oui, et c'est beau ces portraits documentaires aussi de cet homme qui ramasse le charbon pour vivre, ces femmes en effet à l'usine. Et des gamins, des gens qui regardent aussi l'avion voler, là on se disait aussi que ça c'était sûrement un truc documentaire qui avait dû arriver sur le tournage, quoi. Et les femmes qui travaillent, je trouve, elles sont super. Et visiblement, elle avait envie, mais moi je trouve ça assez beau qu'elle ait dit ça, parce que moi je fais un peu le parcours inverse. Toi, tu vas aussi vers là, mais elle avait vraiment envie presque de se débarrasser de la fiction dans les films d'après. C'est assez marrant de voir ces acteurs de cette époque, Cassavetes, elle, comme ça, décider de faire un cinéma autre, rejeter Hollywood. Et en fait, ce qui la dérangeait, c'était de se dire que les gens, finalement, essayaient de se conformer à ce qu'ils voyaient dans les films, donc finalement se comporter comme des clichés. Donc elle avait envie de se débarrasser de la fiction pour se débarrasser du cliché qui donnait exemple aux gens. Bon, et donc elle voulait aller vraiment encore plus vers le documentaire. Et c'est vrai que c'est dommage, on aurait vraiment voulu voir ce qu'elle allait faire, quoi. Ce qui est un peu quand même l'inverse, en plus, je trouve, du cinéma de Kazan, qui est quand même très, moi je trouve très pesant par moment et dans le scénario et dans le jeu des acteurs, on sent vraiment la méthode Strasberg, à part justement dans America, où là, ce qui est un film vraiment pareil, assez magique. Dans tous ces autres films, moi je trouve qu'on sent vraiment une espèce de chose assez écrasante, quoi, de ce poids, j'allais dire, de cette méthode. Moi, je vois les acteurs extrêmement joués, alors que là, au contraire, on a l'impression qu'elle est... Justement, même par rapport à Cassavetes, où on sent le psychodrame souvent chez Cassavetes, on sent quand même le théâtre, on sent... Là, je trouve qu'on est débarrassé en plus de tout ça. Il y a des gens qui ont comparé ce qu'ils appellent l'écriture blanche de Camus, enfin c'est un terme qu'a employé Barthes, du jeu un peu j'allais dire, quelqu'un qui est qui n'ose pas trop s'affirmer, et de ce film aussi où on sent ce personnage comme ça qui est très en même temps en retrait, c'est-à-dire qu'on sent pas quelqu'un qui fait le numéro, je trouve qu'elle a aussi quelque chose de très... ça laisse passer tout le cinéma, toutes les émotions, sans qu'on sente justement un jeu d'acteur qui emprisonnerait le film, quoi. Ce qui pourrait être le cas par rapport à un film quand on est avec un personnage principal aussi fort. On va peut-être laisser un temps pour les questions. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, des remarques. Merci. Hein ? Quoi ?
Merci. Bonjour. Oui, je suis d'accord avec vous. Toutes ces questions de sens sont très importantes, évidemment. Mais je pense qu'il faut parler d'une dimension poétique, quand même, qui fait partie qui replace le film dans un mouvement un peu général de ces années-là, que moi j'ai bien connu comme vieux cinéphile, bon voilà. Mais évidemment, Cassavetes, je pense que vous avez cité Femmes sous influence, mais je pense plutôt à Minnie and Moskowitz, où on peut évidemment vous faire un parallèle entre Gena Rowland, son personnage de femme paumée, comme ça. Bon, c'est beaucoup plus dialogué chez Cassavetes, et c'est pour ça aussi que le film ici est très spécifique, évidemment. Mais je voulais dire aussi une chose quand même, pour tous les gens qui le découvrent, c'est que cette dimension poétique-là, malheureusement, ce qu'on vous a vu aujourd'hui n'en est qu'un très pâle reflet. Voilà. C'est-à-dire que vous avez parlé de 16 mm, qu'on voit que c'est du 16 mm, je suis désolé, mais moi je ne le vois pas que c'est du 16 mm, parce que vous savez très bien comme moi que ce qu'on a vu, c'était voilà, une espèce d'image vidéo comme ça, alors que l'image d'origine avait un grain pas possible. Je me rappelle la copie très sombre au début, dans les mines, presque marron, voilà, toute une image enfin, qui fait partie de la beauté du film, et qu'ici, on ne peut pas percevoir, parce que c'est complètement lissé. Bon, voilà, c'est les conditions actuelles, bon, voilà, qui font que... voilà. Mais cette dimension poétique, quand même, je pense qu'elle est très forte. Et aussi, une petite parenthèse, à l'époque, enfin, bon, c'est peut-être personnel, mais on ne le prenait pas comme un film de femme. Bon, on le voyait dans un contexte qui était, comme je vous dis, le cinéma américain de cette époque-là, si je me souviens bien, avec Cassavetes, un nouveau cinéma. Il y avait les frères Mels, enfin, il y avait tous les cinéastes documentaires aussi. Et je pense qu'il est rattaché quand même à ce courant-là, quoi. Voilà. Oui, mais après, et puis Kazan aussi, qui a fait les Visiteurs après. C'est pour ça que quand j'ai parlé de Paul Newman aussi au début, parce que Rachel, c'était en 69, c'était un an avant, et c'est aussi un cinéaste qui a fait, enfin dans les années 70, qui a fait apparaître justement des rôles de femmes extrêmement avec John Woodward, forts, et avec sa femme, qui était... Voilà. Voilà, et ensuite avec Cassavetes. Après, je pense que le film est encore différent, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la façon dont il s'empare du réel. Vraiment, je trouve que voilà, même si Cassavetes fait tourner sa famille, la façon, là, je trouve, dont le film est vraiment très très ancré, très quasi documentaire par moments. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça, Claire, tu peux aussi en parler, parce que c'est aussi ce qui te travaille dans ton cinéma. Mais je pense que effectivement, sur le 16 mm, la beauté du 16 mm, et ça c'est sûr que même l'image est très compacte, du coup elle n'a pas ce fourmillement, elle n'a pas cette qualité du 16 mm, c'est sûr. Ça... Mais quand vous parlez poésie, après moi je trouve que le mot poésie il peut surgir un peu comme ça, mais au fond, là où il y a de la poésie dans ce film, c'est qu'il y a de la grâce, il y a de la beauté, il y a du cinéma, et c'est un film qui est malgré tout un peu féministe, malgré tout, en tout cas qui est le portrait d'une femme, qui est aussi un film qui a aussi une dimension sociale, qui, oui, s'inscrit dans le cinéma vérité, mais sa poésie, elle vient avant tout, je pense, du talent. Enfin, c'est-à-dire, c'est extrêmement bien écrit quand même, c'est extrêmement bien joué, c'est quand même très bien filmé, avec le peu de moyens. Et oui, c'est peut-être moins dialogué qu'un Cassavetes, c'est que peut-être la poésie surgit sur son visage, dans ses paysages industriels. Dans ces ellipses aussi, par exemple, c'est vraiment ces ellipses de s'asseoir au bar, de sentir que quelqu'un vous paye un verre, de vous cacher comme ça et de finir dans un lit à poil. Il y a une forme de poésie dans cette ellipse, mais il y a aussi une forme de réalisme cru.
Après, voilà, la poésie, moi, je crois que c'est avant tout parce qu'on sent qu'elle a énormément de talent et qu'elle sait composer, en effet, en plus, peut-être avec les coupes de petites filles, la petite glace. Il y a des images où elle ressemble parfois à une jeune mariée avec son... Donc oui, il y a de la poésie là-dedans, mais je trouve qu'il y a surtout du talent, en fait. Ouais. Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'il la traitait vraiment comme une enfant quand elle mange ses spaghettis et qu'il lui dit qu'il faut qu'elle s'essuie. Il y a quand elle est couchée comme ça et que lui il est en train d'acheter le revolver et de discuter avec son copain pour lui demander de venir faire le coup avec lui et on dirait qu'elle est endormie comme une enfant qui écoute les adultes parler. Il y a des choses comme ça qui ramènent justement quelque chose, effectivement, peut-être, entre guillemets, qu'on pourrait dire poétique. Et comme tu dis, il y a aussi beaucoup d'images quand le premier mec part à fond de train avec la voiture et qu'elle se retrouve en train de manger cette petite glace. Comme un chien abandonné sur le bord de la route. C'est très, à la fois, voilà, elle est jetée comme un chien et à la fois c'est très émouvant quand elle se retrouve sans son portefeuille qui est vide. Et, il y a des moments qui sont absolument saisissants et qu'elle est là après juste en train d'essayer de se peigner les cheveux en demandant un peigne. C'est d'une délicatesse et c'est des images absolument incroyables. Et c'est vrai que, comme tu dis, même on regardait dans la voiture tous les faux raccords qu'il peut y avoir, etc., qui pourraient paraître comme de la maladresse, mais qui amènent vraiment une densité, une vérité chaque chose est... Et il y a la violence quand il lui retire les vêtements parce qu'il ne supporte pas qu'elle soit en pantalon, alors qu'elle arrive toujours, on a toujours l'impression qu'elle fait le faux pas, qu'elle fait le truc qu'il ne faut pas faire et qu'elle se fait réprimander, paf, c'est extrêmement dur, quoi, comment il la traite, etc. Après, on sent qu'en effet, elle a pas un discours, mais en tout cas, elle n'a pas réellement de discours, justement. Elle admet elle-même que dans sa vie, elle s'est laissée porter parfois par les hommes, mais en fait, il y a toujours une forme de dialectique, enfin quelque chose en tout cas qui la renvoie à sa condition de femme et de femme pauvre. Mais il y a aussi, en effet, elle, son tempérament, cette idée qu'on lui dise toujours qu'elle est trop lente, elle coud de façon trop lente. Enfin, il y a quelque chose dans la façon dont elle résiste aux choses qui lui appartient à elle exclusivement. C'est drôle parce qu'elle est endormie au début du film et ce dernier plan où ça s'arrête sur son visage alors qu'on lui met des clopes à boire, à manger, etc. Elle se rendort quasiment... Et je pense que la dernière réplique, c'est « vous attendez quelqu'un ». Et on a l'impression qu'elle a besoin de quelqu'un pour la réveiller, que cet homme l'a réveillée à un moment donné en lui faisant confiance. Et ça, c'est poétique aussi, et pas que féministe. Mais... Bonsoir. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant, auquel je n'avais pas pensé la première fois que je l'ai vu comme Claire en 2003, c'est qu'elle est sans arrêt en train de dire Mr. Dennis, et lui ne prononce jamais son prénom. Et d'ailleurs, on a même il le prononce à la fin quand il a besoin d'elle. Il est derrière la porte et il dit Vanda, Vanda. Une fois à la toute fin, mais même au début, quand ils sont au lit la première fois, elle lui dit « tu me demandes pas comment je m'appelle », et en fait, il veut pas savoir. Et du coup, je trouve qu'à cet égard, c'est intéressant que le titre du film, ça soit juste Vanda, parce que ça lui redonne un peu une identité. Et je trouve que cette actrice qui est aussi réalisatrice, c'est aussi un mouvement de se reconnaître elle-même en tant que femme qui ne serait pas juste aussi Madame Elia Kazan, quoi. Et je trouve que sur ce truc de la femme qui existe en tant que personne, vraiment, voilà, cette espèce de prénom qui disparaît du film et qui finalement donne son titre au film, je trouve ça... Mais Elia Kazan, en fait, qui avait travaillé au tout début, parce qu'au tout début, elle lui avait proposé de travailler avec lui, avec elle, sur l'idée. Ils ont travaillé 3 jours ensemble. Voilà, et donc il avait commencé un petit peu à écrire avec elle un premier truc, et lui, il l'avait appelé Le Monde Gris. Et c'est elle ensuite qui a décidé d'appeler le film Vanda. Et je crois que Norman Dennis l'appelle Vanda pour la première fois, vraiment au moment où elle s'est enfermée dans la salle de bain en disant « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Et là, tout à coup, quand il décide d'être un peu de temps avec elle et de l'incarner, quoi. Mais c'est vrai, c'est fort aussi ce prénom en titre.
Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que quand vous avez vu ce film, vous ne posiez pas la question si ça avait été fait par une femme ou par un homme. Je pense que c'est vrai, c'est comme ça peut-être dans ces années-là, mais le fait qu'elle n'ait pas réussi que son film n'ait eu aucune aura aux États-Unis et qu'elle n'ait pas réussi à faire de film ensuite, je pense que c'est pas innocent par rapport au fait que ça soit une femme, voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut redécouvrir aussi en revisitant l'histoire, quoi. Que c'était plus compliqué quand même pour des femmes de faire des films à cette époque. Oui, et puis de savoir si le film a été fait par une femme ou non, on pourrait imaginer que ça n'a pas d'importance. Par contre, que ça parle de la condition féminine, je pense que c'est quand même assez clair. Bonjour. Je suis un peu gênée, donc j'enlève mon masque. Et la condition féminine, et j'y vois aussi du Godard, du Tanner, enfin la Salamandre. Salamandre, en 1971, à la quinzaine des réalisateurs en même temps que Vanda. Voilà. Le film de Godard avec dans ces nouveaux immeubles construits avec Marina Vladi. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Voilà. Et donc je trouve que c'est assez historique au niveau de la condition et des sensations de ces femmes de ces époques-là, dont je suis d'ailleurs. Et ça dit quelque chose historiquement, je trouve, sur le vide parfois, la mort en soi, c'est dit comme ça. Elle est un peu morte, c'est vrai, on ne sait pas pourquoi, mais elle est morte. C'est pas que social, je ne sais pas exactement, mais... Elle disait que profond, Barbara Loden disait qu'elle était morte profond. vivante pendant longtemps. Comment ? Barbara Loden disait qu'elle était morte vivante pendant longtemps, avant de rencontrer C'est ça Kazan. qu'on ressent, et c'est ça qu'on ressent dans le film de Godard, dans le film de Tanner, et dans d'autres que j'ai oubliés, enfin, qui me viennent pas à l'esprit comme ça tout de suite, mais il y a quelque chose de très, très grave, très profond là-dedans. Voilà. C'est pour ça qu'on est très grave, on se disait. Non, mais tous ces films-là où les femmes sont des personnages principaux qui cherchent, qui se battent, qui trébuchent sans arrêt, qui sont beaucoup battues, et quand même là, c'est terrible. Hein. Voilà, c'est tout. Oui, il y a aussi une forme de mélancolie. Alors c'est bizarre parce qu'il y a de l'enfance chez elle, mais on n'arrive jamais trop à savoir si c'est les gens qui projettent, qui la traitent comme une enfant, parce que c'est une époque où on traite les femmes comme ça, ou si elle a en effet quelque chose d'enfantin, quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Et il y a une forme de mélancolie. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle a toujours ces regards, quand elle est quand même capable de dire, quand il la gifle, elle lui demande pourquoi. Pourquoi ça fait mal, et quand elle trouve les clés qu'il lui dit de sortir, on voit dans son regard qu'il y a un endroit où elle comprend qu'on la traite mal, que c'est étrange, mais qu'elle n'a pas le choix, quelque part. Enfin, si elle veut rester dormir ou manger. Et pourtant, à l'époque, il y avait déjà des personnages dans beaucoup de films, de femmes qui avaient du tempérament, qui refusaient. Mais justement, c'est ce que vous disiez, je pense que c'est l'incompréhension de l'enfant qui reçoit la baffe, vous voyez, pourquoi, enfin, ou qui est maltraité, un enfant maltraité, il est interloqué. C'est l'enfance en elle, ça, je crois. Oui, puis je pense qu'elle croit aussi ce qu'on lui dit. Hein. Quand on lui dit pourquoi ça se passe si rapidement au tribunal, c'est que voilà, on lui a dit qu'elle était incapable de s'occuper de ses enfants, qu'elle était incapable d'être une bonne épouse, et elle l'a intégré. C'est ça l'aliénation. C'est vraiment voilà. Et donc comme elle a une espèce à la fois de naïveté, d'innocence et de croyance, j'allais dire dans la parole ou d'un adulte ou d'un homme. Voilà, elle l'a complètement intégré, et elle l'a redit en disant je suis pas capable, je suis pas quelqu'un de bien, et puis voilà, et donc là, à travers cet homme qui est malgré tout quelqu'un effectivement qui est pas forcément très bien, et c'est lui qui lui redonne cette espèce de croyance quand même un peu en elle. Et je pense que si elle se défend même avec ce militaire à la fin, si tout d'un coup quand il essaye d'abuser d'elle et qu'elle le repousse et qu'elle le frappe, etc., c'est qu'elle a acquis quand même un semblant de justement de se dire de vouloir se reconsidérer, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir si aujourd'hui, si on pouvait, qu'est-ce que ce serait un personnage comme celui-là aujourd'hui au cinéma, même dans un film de femme.
En tout cas, en Europe, en Occident, c'est étonnant parce qu'il y a aussi dans, en tout cas, l'histoire des représentations des femmes, du féminisme, etc., il y a aussi une temporalité, il y a des choses qu'on pouvait raconter à une époque qui étaient peut-être plus vraies que maintenant, etc. Et encore, parce qu'il y aura toujours des parcours probablement proches de ça. Mais c'est vrai que c'était le moment de raconter peut-être les choses comme ça et que ce serait beaucoup plus dur aujourd'hui. Et pourtant, il y a quelque chose de très vrai. Enfin, je pense même auquel on peut s'identifier en tant que femme et en tant qu'humain, je pense aussi. Moi, je pense que si le film reste, c'est parce que justement, il est extrêmement dans son époque et qu'il raconte vraiment cette époque à ce moment précis. C'est pour ça qu'il est aussi fort, quoi. C'est les bigoudis qui font ça. Toi aussi, maintenant, tu vas plus vers le documentaire ou vers les non-pros dans ton dernier film, par exemple. Ouais, je les mets quand même dans un endroit de encore peut-être trop de fiction, justement. Mais c'est vrai que j'ai découvert le plaisir de travailler, le plaisir et puis surtout la surprise de ce que ça provoque de travailler avec des non-acteurs. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui ouvre, je veux dire, une perspective pour le cinéma. Je trouve qu'il incarne dans quelque chose de plus concret, de plus contemporain, qui amène une vérité dans tous les cas que je trouve intéressante. Et je trouve aussi que le dialogue avec des acteurs les rend aussi peut-être plus les débarrasse peut-être de certaines choses et les amène aussi à plus de vérité. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais toi aussi? Non, moi, je fais plutôt le chemin inverse. Mais je me disais aussi que c'est aussi vraiment... Peut-être que quand on a envie de travailler avec le réel comme ça aussi, c'est souvent quand on travaille... qu'on veut montrer des choses qu'on ne montre pas beaucoup et des gens qu'on ne montre pas beaucoup. Et je pense qu'elle pensait ça aussi, que le cinéma des récits, était trop lisse des et images. ne montrait pas, qu'il y avait des gens qui étaient pas montrés et qu'elle venait de là. Je crois qu'elle a été élevée par ses grands-parents, qu'elle est partie à 16 ans, par ses grands-parents après la séparation de ses parents et que donc elle a été danseuse dans les bars, stripteaseuse, serveuse. Ouais. Et je trouve que quand on voit le film et quand on voit cette façon de finir régulièrement au lit avec des gens qui vous traitent mal, j'ai l'impression qu'on sent un peu ce qu'elle raconte. Qu'elle a dû des choses similaires, sûrement. Une question. Bonsoir. Et merci. Ma question, c'est est-ce que vous savez comment elle a travaillé pendant le film, parce qu'elle réalise, elle joue dans le film. Est-ce que vous avez lu des choses? Il y a eu des témoignages de personnes qui ont travaillé avec elle, comme le chef opérateur par exemple, qui raconte plutôt comment elle a travaillé. Alors moi, j'ai pas de réponse à ça. J'aimerais bien justement. J'ai essayé de chercher des choses sur le chef opérateur. J'en ai pas trouvé. Et j'attends qu'il refasse une réédition en vidéo. Je crois que c'est en DVD. Je crois que c'est prévu par Ronald Chama, là, qui a prêté la copie ce soir. Et j'espère qu'ils vont faire des bonus plus détaillés, que peut-être qu'on obtiendra des choses. J'avoue que moi, j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'on peut lire un peu, qui sont accessibles pour tout le monde sur Internet. Puis après, j'ai revisité un petit peu parce que, comme je me souvenais de l'interview de Duras, j'ai rappelé Serge Toubiana, qui était à l'époque, qui devait diriger les cahiers pour essayer d'avoir plus d'informations, mais il m'en a pas donné tellement plus que celles que j'ai glanées à droite et à gauche, quoi. Mais effectivement, après, il y a une femme qui a fait un livre sur Vanda qui s'appelle Nathalie Léger. Toi, tu l'as lu, et je ne sais pas si elle dit des choses là-dessus, parce qu'elle a été interviewée ses enfants, peut-être. Mais je crois qu'elle parle plutôt d'elle dans son rapport à Vanda que de... Oui, c'est plus sur le geste de Loden et son rapport à Vanda, quoi. Voilà. Le rapport entre Barbara Loden et Vanda. Voilà, mais c'est... Voilà, donc je sais que... Moi, j'ai entendu un truc. Quoi ?
Toi, tu as entendu un truc? Dans une interview en anglais, et je crois que c'est John Lennon qui lui pose une question. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que John Lennon et Yoko Ono avaient vu le film et l'avaient beaucoup aimé, apparemment. Et donc, ils ont fait une interview dans une... Alors, j'ai entendu une question, et on entend très très mal, mais on entend qu'il lui demande si c'était pas compliqué de diriger des mecs, de donner des ordres à des mecs, etc. Et je crois qu'elle répond que c'était peut-être compliqué parce qu'elle avait peur qu'ils ne la comprennent pas très bien ou qu'ils refusent, etc. Et que la prochaine fois, elle ne ferait pas du tout comme ça, qu'elle aurait beaucoup plus confiance. Voilà. Et il faut savoir qu'après, comme elle n'arrivait pas à monter ses films, elle a fait des films éducatifs, je crois, des cours pour continuer à gagner sa vie, quoi. Et sinon, sur la façon de travailler... en tout cas, son chef opérateur qu'elle avait choisi, en tout cas avec qui elle a décidé de travailler, avait travaillé, tu me disais, avec Andy Warhol aussi, ou s'était inspiré du travail. Il n'avait pas travaillé avec Warhol, mais il s'était inspiré des films de Warhol. Mais voilà, c'est tout ce que... Et donc, Elia Kazan, lui, a repris ce chef-op et a voulu être dans ce style un peu plus léger sur le film d'après Les Visiteurs. Les Visiteurs. Que personne n'a vu, non? Et apparemment qui est un film plutôt raté, mais en tout cas il a travaillé avec le même chef opérateur en essayant de... Non? Il est pas mal? Ah non, d'accord. Qui n'a pas marché alors, c'est ça? Ah ouais. Je pense que c'est plutôt elle qui l'a influencé lui sur Les Visiteurs. C'est ça, c'est elle qui l'a influencé. C'est elle qui a dû l'influencer et il a choisi le même chef opérateur. Parce que finalement, il avait dû aimer ce qu'il voyait. D'ailleurs, il en parle plutôt bien. Il y a une interview d'Elia Kazan où il parle très bien on peut trouver l'interview d'Elia Kazan qui parle du film et de Barbara Loden, qui était une interview qui était faite pour Cinéma et qu'on trouve facilement sur Internet. Oui, ou en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup... Moi, j'avais entendu à l'époque, en 2003, j'avais le sentiment que c'était très mal passé entre eux, que Elia Kazan peut-être lui avait un peu volé des choses, ou en fait là j'ai pas trop retrouvé de choses là-dessus, et en tout cas j'ai entendu Elia Kazan parler d'elle avec beaucoup de respect et de dire que c'était quand même une des personnes qu'il avait le plus respectée au monde et qu'il admirait le plus au monde parce qu'il l'a trouvée extrêmement talentueuse, quoi, une grande artiste. Et donc je me disais bon, au moins il en a conscience, c'est pas mal. Mais ouais, sur son travail, sur vraiment comment elle procédait. Bonsoir. Juste par rapport à ce qui vient d'être dit, comme il n'a pas été cité, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un documentaire en fait qui a été tourné par une cinéaste allemande avec Barbara Loden très peu de temps avant sa mort, qui n'est sorti qu'au début des années 90 et dans lequel elle est interviewée très longuement. C'est un très beau documentaire où elle raconte un peu comment elle a fait le film. On la voit chez elle avec Kazan, enfin, c'est assez dingue. Et il y a une interview notamment du chef opérateur qui était aussi le monteur, où il raconte un peu du coup leur coopération. Il parle beaucoup, je crois, du montage plus que du tournage, mais il parle aussi un peu du tournage. Enfin, c'est à la fois très intéressant et c'est sublime comme documentaire. Et comment on peut le trouver? Alors, il est sur l'édition Criterion, qui est sortie là aux États-Unis il y a, je sais pas, 2 ans, où il y a par ailleurs une super restauration du film. Voilà. Ah d'accord, super. Mais vraiment, je vous encourage à le voir parce que il est assez génial. Merci beaucoup. Merci. Il y a un autre truc qu'on a eu du mal à trouver, c'est quand est-ce que elle et Kazan sont séparés? Il y a des informations contradictoires. Là, vous dites qu'ils sont ensemble à la maison. Alors, elle a déjà fait le film, mais ailleurs, on a lu que finalement, elle l'avait quitté avant de tourner le film parce qu'elle était vexée par rapport à Faye Dunaway. Et en fait, c'est pas très clair. Moi, j'arrive pas très bien à comprendre si finalement c'est quelque chose qu'ils ont quand même fait dans une forme de complicité ou s'il avait disparu des radars. Enfin, c'est marrant. Il y a beaucoup de mystères quand même, et sur la relation et sur la fabrication. Ouais. Dans tous les cas, c'est intéressant sur l'édition Criterium, donc on va se précipiter. Hein? Va falloir vous le demander alors. Un immense merci Catherine et Claire, c'était absolument passionnant et réjouissant.
3 informations avant de se quitter. La première, c'est que le très beau film de Catherine Corsini, La Fracture, est encore au cinéma. Vous pouvez encore le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Merci. La deuxième information, c'est qu'on se retrouve en 2022, le 17 janvier, avec Yann Gonzalez et Jacques Nolot pour voir La Chatte à 2 têtes de Jacques Nolot. Super film, super. Un film magnifique. Et on se retrouvera en février avec Axel Repère pour voir White Dog de Samuel Fuller. Et la troisième information, c'est qu'on se retrouve tous au bar, au Buisson Ardent, pour boire un verre dans la foulée. À tout à l'heure.